Il y a ces moments où chaque mot prononcé par l'autre devient une lame fine, presque invisible, mais terriblement précise. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une insulte, juste une remarque, glissée comme par hasard, qui s'installe dans la poitrine et y reste, comme une écharde qu'on n'arrive pas à extraire. Ces petites humiliations muettes, ces piqûres du quotidien qui rongent l'estime de soi, lentement, sans faire de bruit. Jusqu'à ce qu'un jour, vous commenciez à douter de vous avant même qu'ils ne parlent, jusqu'à ce que leur regard pèse plus lourd que votre propre jugement. Et vous vous demandez, pourquoi suis-je aussi vulnérable à ce qu'ils disent? Pourquoi leurs mots définissent-ils mon silence intérieur? Il y a, au fond de chacun, un désir discret, presque timide, celui de pouvoir marcher dans ce monde sans être emporté à chaque vague, celui de laisser les mots passer, comme le vent contre la roche, sans jamais fissurer l'essentiel. Ce désir de force tranquille, non pas celle qui crie plus fort, mais celle qui n'a plus besoin de répondre. Être inébranlable, non pas en durcissant le cœur, mais en fortifiant la perception. Ne plus être prisonnier des échos du dehors, mais maître du jugement intérieur. Sénèque l'avait compris bien avant nous. Il disait que l'âme forte est comme un rocher face à la mer. La vague peut frapper, rugir, éclabousser, mais le rocher ne bouge pas. Il ne résiste pas. Il est inébranlable. Ce n'est pas la mer qu'il contrôle, mais son ancrage. Il ne s'oppose pas au tumulte. Il le laisse passer. Et dans ce silence immobile, il se révèle plus puissant que la tempête. Cette image, cette sagesse ancienne, n'est pas une métaphore lointaine. Elle est une invitation. Car ce n'est pas ce que les autres disent qui vous blesse, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Épictète l'a formulé simplement comme une vérité nue. Ce ne sont pas les propos d'autrui qui vous offensent, mais vos jugements à leur sujet. Et si aujourd'hui, vous décidiez de reprendre le contrôle non pas sur les mots des autres, mais sur le sens que vous leur donnez, et si la blessure ne venait plus d'eux, mais de l'espace que vous leur laissez en vous. Ce voyage ne commence pas par une armure, mais par un regard intérieur, lucide, calme, ce regard qui sait faire la différence entre le vent et la vérité. Ce regard qui, petit à petit, rend chaque critique moins tranchante, chaque mot moins lourd, chaque attaque moins personnelle. Ce regard qui apprend à ne plus confondre les vagues avec le fond de l'océan. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer 7 leviers stoïciens pour construire cette stabilité, non pas pour vous détacher du monde, mais pour y marcher sans trembler, non pas pour éteindre les émotions, mais pour qu'elles ne vous gouvernent plus. Ce n'est pas une lutte, c'est une posture, une élévation douce, progressive, profonde, une manière d'être qui dit sans bruit « Je ne suis plus à vendre, ni à défendre, je suis et je choisis ce qui entre ». Il y a une douleur que peu osent nommer, ce pincement subtil, presque honteux, qui vous serre la poitrine lorsqu'un mot, lancé sans même un regard, s'enfonce dans votre mémoire comme une vérité. Vous n'aviez rien dit, vous aviez même souri, mais à l'intérieur, quelque chose s'est figé, comme si une simple remarque avait le pouvoir de tout faire vaciller. Et vous vous demandez, pourquoi suis-je touché à ce point? Pourquoi ce mot, ce ton, cette pique anodine, résonne-t-il si fort en moi? La plupart du temps, nous confondons ce que quelqu'un dit avec ce que nous en faisons. Une phrase devient un jugement, un regard devient un verdict, et soudain, leur perception devient notre miroir. Nous ne voyons plus ce que nous sommes, nous voyons ce que nous pensons qu'ils voient. Ce glissement est subtil, mais il est puissant. Et c'est là que naît la douleur. Pas dans leur bouche, mais dans notre esprit. Le stoïcisme nous tend ici un miroir brut, mais libérateur. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les propos d'autrui qui nous offensent, mais les jugements que nous y attachons. Une phrase n'est qu'un son, une vibration de l'air. C'est notre interprétation qui lui donne le pouvoir de nous ébranler. Ce n'est pas la pique qui blesse. C'est la blessure en nous qui l'attendait pour se réveiller. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il ne s'agit pas de tout ignorer. Il s'agit de réapprendre à voir, à distinguer l'opinion d'autrui de votre propre vérité. La critique est une parole. Vous avez le droit de l'observer, de la questionner, de la reformuler intérieurement avant d'y répondre. Est-ce un fait ou une projection? Est-ce un signal ou une attaque? Ces questions simples peuvent désamorcer bien des tempêtes. Imaginez un miroir embué par la peur, les souvenirs, les doutes. Chaque critique s'y reflète de façon déformée. Mais dès que vous essuyez la buée avec un peu de conscience, la réalité devient plus nette. Vous voyez la personne qui parle. Vous voyez ses blessures,
ses projections, ses peurs, et vous réalisez que ce qu'elle dit en dit plus sur elle que sur vous. Être inébranlable, ce n'est pas ne plus être touché. C'est savoir pourquoi l'on est touché, et choisir, en pleine lucidité, de ne pas laisser cette douleur vous définir. C'est retrouver la distance intérieure. C'est regarder la critique passer, comme on regarde passer un nuage, en sachant que le ciel derrière ne change pas. Il reste vaste, calme, intact. Ce chapitre n'est pas une leçon de résistance, c'est un rappel. Vous avez toujours le choix de croire ou non ce qu'on dit de vous. Et ce choix est le premier pas vers la paix intérieure. Il y a une fatigue silencieuse qui vous accompagne chaque fois que vous cherchez un regard extérieur pour valider ce que vous ressentez. Une fatigue née de cette quête infinie. Être vu, entendu, approuvé. Comme si, sans ce reflet dans l'œil de l'autre, vous n'existiez pas pleinement. Et pourtant, ce besoin vous épuise, parce que l'approbation change, parce qu'elle se retire sans prévenir, parce qu'elle ne comble jamais. Chercher à être aimé par tous, c'est abandonner sa paix à chacun. Vous la confiez à ceux qui n'en connaissent pas la valeur. Vous la donnez à des passants. Vous la remettez entre les mains de ceux qui jugent selon leurs humeurs, leurs blessures, leur histoire. Et chaque fois qu'ils se détournent, c'est un morceau de vous qui vacille. Sénèque nous pose alors une question implacable, presque nue. Qui donc est le véritable juge? Votre conscience ou la foule? C'est là le cœur du stoïcisme. Apprendre à bâtir une citadelle intérieure. Un lieu où votre valeur n'est pas à négocier, mais à reconnaître. Où le jugement des autres devient une brise qui passe, et non une tempête qui vous renverse. Fuir le regard intérieur, c'est refuser de voir ce qui est pourtant là. Vos efforts, vos intentions, vos progrès silencieux. C'est croire que votre reflet ne peut être beau qu'à travers un miroir social. Mais ce miroir est souvent brisé ou faussé. Il reflète les attentes, les normes, les comparaisons. Jamais votre vérité. Alors, rentrez chez vous, en vous. Asseyez-vous un instant, fermez les yeux et demandez doucement « Qu'est-ce que je reconnais en moi aujourd'hui ?» Ce n'est pas un exercice de narcissisme, c'est un acte de survie. Nommez vos qualités, non pour vous vanter, mais pour vous ancrer. 3 simples qualités, pas spectaculaires, mais vraies. L'honnêteté dans un choix difficile, la patience dans un conflit, la gentillesse dans un moment de tension. Chaque soir, cette relecture de vous-même devient une brique dans votre forteresse. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Elle ne se vante pas, mais elle vous protège. Elle vous rappelle que vous êtes bien plus que ce que l'on perçoit de vous, que votre valeur ne dépend pas d'un regard, mais d'une conscience. Ce n'est pas fuir le monde, c'est cesser de vous fuir. Et dans ce silence retrouvé, il n'y a pas de faiblesse. Il y a une force tranquille, celle de celui qui sait qui il est, même lorsque les autres l'oublient. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui lacèrent en silence. Ce sont celles provoquées par la comparaison. Cette petite voix insidieuse qui chuchote chaque fois que vous voyez quelqu'un réussir, sourire, briller. Et toi? Pourquoi pas toi? Elle ne crie pas, mais elle s'infiltre. Elle ne frappe pas fort, mais elle répète, jusqu'à vous faire douter de votre propre chemin. Ce poison commence souvent au réveil, dans la lumière bleue d'un écran. Les visages souriants, les vies parfaites, les réussites exposées sans fissure. Et vous, dans votre réalité simple, avec vos doutes, vos retards, vos peines, vous vous sentez en retard. Comme si vivre selon votre rythme était une faute. Comme si tout progrès personnel devait être validé par l'extérieur. Mais Épictète, lucide et doux, nous tend une clé. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, non sur ce qui ne dépend pas de toi. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? Le chemin de l'autre, sa vitesse, ses réussites, son apparence. Tout cela lui appartient. Vous ne pouvez ni le contrôler, ni le comprendre pleinement. Ce que vous voyez n'est qu'un fragment, une vitrine, jamais l'atelier derrière. Vous, en revanche, vous avez votre souffle, vos pas, vos décisions minuscules mais constantes. Et c'est là, dans cette discrétion, que pousse la vraie force. La comparaison toxique vous pousse à courir une course qui n'est pas la vôtre. Elle vous fait oublier que chaque arbre pousse selon sa propre saison. Certains fleurissent vite, d'autres profondément. Et vous, peut-être que vos racines s'enfoncent aujourd'hui, pour mieux porter demain une force tranquille. Imaginez 2 arbres, l'un en fleurs, éclatant sous le soleil, l'autre encore nu, en hiver. Peut-on dire que l'un est supérieur? Non, ils vivent des cycles différents.
Mais chacun a sa place. Chacun fait son œuvre. De la même manière, votre vie n'a pas à ressembler à celle de l'autre. Elle doit vous ressembler, à vous, même si c'est moins spectaculaire, même si c'est moins applaudi. Alors, doucement, désactivez cette fenêtre ouverte sur le monde des autres. Fermez les yeux. Revenez à vous. Posez cette question essentielle. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dépend de moi? Et donnez-y toute votre attention, tout votre soin. C'est là, et là seulement, que la paix revient. Pas dans l'imitation, pas dans la rivalité, mais dans la fidélité à votre propre nature. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en chemin, et ce chemin, s'il est sincère, est toujours le bon. Même si personne ne le regarde, même si personne ne l'applaudit, c'est le vôtre, et cela suffit. Certaines paroles restent. Elles tournent, elles griffent, elles s'enracinent comme une ronce dans un jardin qu'on voudrait paisible. Un commentaire en apparence anodin devient une obsession. Une remarque mal formulée devient une attaque. Une critique devient un verdict. Et soudain, on doute. On doute de sa valeur, de ses choix, de sa voix. Cette douleur, vous la connaissez. Elle s'invite même dans les moments de silence. Elle surgit lorsque vous êtes seul, repensant à cette phrase qu'on vous a lancée, souvent sans ménagement. Tu n'es pas assez, tu aurais dû, tu fais mal. Ces mots deviennent une boucle, une chaîne, une entrave invisible. Mais le stoïcien n'ignore pas la douleur. Il la regarde, il la transforme. Il apprend à faire feu de tout bois, même du plus rugueux. Sénèque, avec sa sagesse acérée, nous rappelle que chaque obstacle peut devenir une opportunité. Pas une opportunité de riposter, mais une opportunité de croissance. Ce qui vous a blessé peut aussi vous bâtir. Ce qui vous a fait plier peut, paradoxalement, vous redresser. Il suffit de changer de posture intérieure, de passer du réflexe de la victime au choix du bâtisseur. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Cela veut dire qu'il faut choisir ce que l'on fait de ce qui nous est donné. Une critique n'est qu'un caillou, jeté sur votre chemin. Vous pouvez le prendre dans la figure, ou vous pouvez en faire une marche. C'est une gymnastique intérieure, exigeante, mais libératrice. Demandez-vous, à chaque blessure, que puis-je en apprendre? Pas pour plaire, pas pour vous conformer, mais pour affiner votre art de vivre. Peut-être que la critique vous montre une faille, alors vous fortifiez. Peut-être qu'elle révèle un excès d'orgueil, alors vous réajustez. Peut-être qu'elle ne dit rien sur vous, mais tout sur l'autre, alors vous laissez passer. Ce tri, cette lecture stoïcienne, est un bouclier, mais aussi une forge. Imaginez que chaque mot blessant soit une pierre, et que vous êtes un artisan. Avec patience, vous les polissez, vous les assemblez, vous construisez, non pas pour vous protéger, mais pour élever un espace intérieur qui ne tremble plus. Une maison paisible où la critique n'est plus un feu, mais une chandelle qu'on allume pour mieux voir. Vous ne pouvez empêcher les flèches de voler, mais vous pouvez choisir de les transformer, non en armes, mais en outils. C'est ainsi que l'on devient inébranlable, non pas en se fermant au monde, mais en accueillant chaque impact comme un rappel. Vous avez la force d'en faire quelque chose. Toujours. Il y a cette tension dans l'air, à peine perceptible. Une parole vient d'être lancée, aiguisée, sans filtre. Vous la recevez comme un projectile, et immédiatement, votre corps réagit. La gorge se serre, le cœur s'accélère, l'envie monte. Celle de répondre, de corriger, de vous défendre, de ne pas laisser faire. Mais, et si vous n'aviez pas besoin de répondre? Et si justement, la véritable force commençait là? Le silence. Non pas le silence qui fuit, mais le silence qui tient, le silence qui regarde. Le silence qui déstabilise parce qu'il n'est pas une soumission, mais une souveraineté. Ce silence-là, c'est l'arme du sage. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de se prouver. Sénèque le disait, « Parle peu, écoute beaucoup. Le silence est le bouclier du sage. » Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix, c'est un espace où l'autre ne peut plus vous atteindre, un espace où l'émotion passe sans s'imprimer, où la parole de l'autre ne devient pas votre blessure. Lorsque quelqu'un vous attaque verbalement, il attend souvent une réaction. Il attend que vous soyez ébranlé, que vous vous justifiez, que vous montriez la blessure. Et lorsque vous ne dites rien, lorsque vous regardez calmement, lorsque vous restez ancré, vous changez la scène. Vous retirez aux critiques son pouvoir. Vous devenez un mystère. Et un mystère, on le respecte. Mais ce silence n'est pas facile. Il demande une maîtrise de soi. Il demande de respirer au lieu de répliquer, de compter jusqu'à 5 dans sa tête, de se rappeler
Cette phrase n'est pas moi. Ce moment ne me définit pas. Vous vous donnez le temps de ne pas nourrir le feu, le temps de revenir à vous. Ce silence n'est pas vide, il est plein de votre présence. Il est plein de votre choix de ne pas répondre avec les mêmes armes. Il est plein de cette force tranquille qui dit sans dire « Je me respecte trop pour tomber dans ce jeu ». Et cette posture change tout. Elle vous rend inaccessible à la bassesse. Elle vous rend vaste. Elle vous rend solide. Imaginez un lac calme, en apparence immobile, mais sous la surface, une profondeur immense. Les vents peuvent souffler, les paroles peuvent s'écraser sur les rives, mais au centre c'est paisible, au centre c'est souverain. Vous pouvez devenir ce lac, vous pouvez devenir cette présence qui ne vacille pas à chaque mot. Le silence n'est pas un repli, c'est un règne intérieur, et ce règne, personne ne peut vous l'enlever, sauf si vous le quittez, sauf si vous le trahissez pour répondre à ce qui ne vous mérite pas. Alors restez là, dans cette paix, et regardez comme, peu à peu, ceux qui vous dénigraient n'ont plus rien à dire, parce que votre silence parle plus fort que leurs cris. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'une inflexion dans la voix, et l'émotion surgit, brutale, incontrôlable. La critique fait son chemin, et aussitôt, la colère monte. Ou bien c'est la honte, ou la peur. C'est l'effet d'un poison qui se répand avant même que vous ayez eu le temps de comprendre. Vous êtes déjà emporté, déjà piégé, et vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je perds pied aussi vite ?» La vérité, c'est que l'émotion n'est pas le problème. Ce qui blesse, c'est de ne pas la reconnaître à temps, de ne pas lui donner un nom, de ne pas l'encercler avant qu'elle ne prenne toute la place. L'émotion ignorée devient un maître tyrannique. L'émotion reconnue devient un signal, un indicateur, non une condamnation. Épictète nous enseigne, ce ne sont pas les événements qui vous troublent, mais la manière dont vous les percevez. Et cette perception, elle commence par une alerte intérieure, une sensation dans le corps, une tension dans le ventre, une chaleur dans la nuque. Ce sont des messages, ce sont des appels. Mais encore faut-il les écouter. Quand la critique vous atteint, prenez une seconde, une seule, et demandez-vous, qu'est-ce que je ressens? Pas ce que vous pensez, pas ce que vous croyez devoir faire. Non, juste, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Est-ce de la tristesse, de la peur, de la colère? Et en nommant cette émotion, vous l'encadrez. Vous ne la niez pas. Vous l'invitez à s'asseoir à vos côtés, mais vous ne lui donnez pas les rênes. C'est comme un capitaine en pleine tempête. Il ne peut pas arrêter les vagues, mais il peut nommer la tempête. Il peut ajuster les voiles. Il peut tenir le cap. Et vous aussi, vous pouvez tenir le cap. En reconnaissant que ce que vous ressentez est humain, en refusant que cela devienne votre identité. Nommer l'émotion, c'est déjà la rendre moins menaçante. C'est passer de « je suis nul » à « je ressens du découragement ». C'est passer de « je suis faible » à « je suis touché ». Et cela change tout. Cela redonne une forme à l'indéfini. Cela vous rend à nouveau maître de l'instant. Ce processus ne demande pas d'être parfait. Il demande seulement une présence, une vigilance douce, une capacité à ne pas fuir ce qui se vit en vous. Car ce que vous fuyez, vous le subissez. Ce que vous regardez en face, vous le transformez. Alors la prochaine fois qu'une critique vous blesse, ne vous battez pas contre ce que vous ressentez. Encadrez-le, nommez-le, respirez à travers lui, et regardez comme, peu à peu, l'émotion cesse de vous définir. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes celui ou celle qui observe. Et cet observateur-là ne vacille pas. Certaines blessures ne viennent pas de la dernière critique reçue, mais de toutes celles qui l'ont précédée, comme si à chaque mot blessant, une trace s'ajoutait, invisible, persistante, et peu à peu, cela devient un schéma, une répétition. Vous entendez une remarque, et c'est toute une histoire ancienne qui se réveille. Les mêmes doutes, les mêmes douleurs, comme si vous n'aviez jamais avancé. Mais c'est faux, vous avez avancé. Seulement, vous n'avez pas encore changé la manière dont vous lisez votre propre histoire. C'est cela, la relecture philosophique. Non pas effacer le passé, mais le relire avec une nouvelle lumière. Non pas se convaincre que tout va bien, mais choisir ce que vous retenez, ce que vous nourrissez. Marc Aurèle disait « Ce que l'on pense souvent devient une partie de son âme ». Alors, que lisez-vous chaque matin? Que répétez-vous? Qu'imprimez-vous dans votre conscience? La relecture ne commence pas avec des livres.
Elle commence avec les phrases que vous vous dites en silence, dès l'aube. La stabilité intérieure ne vient pas d'un coup de force. Elle vient d'un ancrage répété, jour après jour, comme une pierre qu'on polit doucement, comme une encre qu'on laisse sécher dans les fibres du papier. Si chaque matin vous relisez une pensée forte, claire, essentielle, alors vous façonnez une base. Et cette base devient refuge. Imaginez cela. Au lieu de plonger dans les notifications, dans les bruits du monde, vous commencez par une phrase, une seule, une maxime stoïcienne, ou une vérité douce que vous avez choisie. Je ne suis pas ce qu'ils pensent. Mon calme est ma réponse. Rien ne me dévie si je reste droit et vous la lisez, vous la ressentez, vous l'incarnez. Et vous verrez que la critique, même acerbe, même répétée, n'aura plus la même prise. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez installé, à l'intérieur, un espace où plus rien n'ébranle. Ce n'est pas une armure, c'est une racine vivante, nourrie par des pensées choisies, non imposées. Relire, c'est reprendre le pouvoir sur le récit. C'est décider, chaque jour, ce que vous emportez avec vous, ce que vous laissez derrière. Et plus vous le faites, plus votre esprit devient stable, non parce qu'il ne tremble jamais, mais parce qu'il revient toujours à son centre. Alors oui, la stabilité n'est pas un état figé, c'est un mouvement discret, répété, profond. Et chaque phrase que vous vous offrez est une pierre de plus sur ce chemin. La relecture philosophique n'est pas une habitude, c'est une posture, une manière d'habiter le monde sans laisser le monde habiter vos failles. Il ne s'agit pas ici de devenir indifférent, mais d'apprendre à ne plus être déchiré. Il ne s'agit pas de ne plus entendre les critiques, mais de cesser de leur prêter une valeur plus grande que votre propre voix intérieure. Ce voyage que vous venez de faire à travers les 7 chapitres n'est pas un parcours de défense. C'est une reconstruction, une réappropriation, une manière douce, mais ferme, de dire à la vie « Je choisis ma paix », distinguer fait et jugement. Cette première clé stoïcienne change tout, car ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est la signification que vous y attachez. Et cette signification, vous pouvez l'interroger, la transformer, bâtir votre estime de l'intérieur. Car tant que vous vous définissez par les autres, vous serez à leur merci. Mais si votre propre regard devient votre ancrage, alors vous redevenez libre. Accueillir la critique comme une alliée. Non pour lui donner raison, mais pour y lire un signal, une opportunité d'éveil, de réajustement. Le silence, ensuite, devient un allié. Non pas une fuite, mais une maîtrise. Un bouclier doux, inébranlable, qui dit sans crier « Tu ne peux plus m'atteindre ». Nommer vos émotions, c'est cesser de les subir. Car ce que l'on nomme, on ne confond plus avec soi. La colère devient une donnée passagère, non une identité. La tristesse, un nuage, non une vérité. Et puis, il y a ce rituel intime. Cette relecture quotidienne. Une phrase, une maxime, une lumière. Ce petit geste du matin qui transforme toute la journée. Ce choix simple mais profond. Se rappeler qui l'on est avant que le monde ne nous le dise. Sénèque disait « Ce n'est pas l'opinion des autres qui vous gouverne, mais le pouvoir que vous lui donnez. » Et Marc Aurèle ajoutait « Ne laisse pas le tumulte du monde extérieur troubler la paix de ton âme. Tout est là. Le monde ne s'arrêtera pas de parler. Mais vous pouvez cesser de vous éparpiller à chaque voix. Alors aujourd'hui, peut-être, choisissez une seule chose, une phrase, une attitude, un rituel, et répétez-la demain, et après-demain, et chaque jour. Ce n'est pas la force brutale qui rend inébranlable, c'est la douceur persistante, celle qui, goutte à goutte, transforme l'âme en rocher tranquille. Vous n'êtes pas ce qu'ils disent, vous êtes ce que vous décidez de nourrir. Et votre paix commence exactement là où vous cessez de la mendier.